Nouvelle-Calédonie, accord sur l'avenir du territoire, le FLNKS et le RPCR le qualifient même du terme de victoire, victoire des bonnes volontés sur les égoïsmes partisans. Tout est prêt pour un référendum. Irlande du Nord, les terroristes de l'IRA redoublent de violence, ils font exploser un autobus de l'armée britannique, 7 morts, 29 blessés. Une femme et 5 couffins. Après 9 ans de traitement contre la stérilité, une jeune lyonnaise met au monde des quintuplés. Ils vont bien, la maman aussi, le papa également. Madame, monsieur, bonsoir. C'est déjà de l'histoire. Il y a 20 ans, dans la nuit du 20 au 21 août, le printemps de Prague s'achevait au beau milieu de l'été. Souvenirs en forme d'inventaire, pêle-mêle, Dubček, Svoboda, socialisme à visage humain, des noms, des termes oubliés et remplacés depuis par un seul mot, insignifiant et terrible à la fois, normalisation. Delphine de la Salle. Prague. Depuis 20 ans, des bouquets anonymes fleurissent un coin de trottoir à 4 pas de la statue équestre du roi Venceslas. C'est là qu'un garçon de 18 ans s'est immolé par le feu pour protester contre l'invasion de son pays. Il s'appelait Jan Palach, ultime symbole de l'anéantissement du printemps de Prague par les chars des pays frères du pacte de Varsovie. Il était un peu plus de 2 heures au matin du 21 août 68 quand les chenilles des T-64 ont réveillé les habitants de Prague. Quelques heures plus tard, ils étaient des milliers dans la rue à hurler leur stupeur et leur chagrin à ces soldats qui ne semblaient pas savoir ce qu'ils étaient venus faire eux-mêmes dans ce pays. Alexandre Dubček, celui par qui l'espoir était arrivé 7 mois plus tôt, en remplaçant le 5 janvier 68 à la tête du Parti communiste tchèque l'ultra-conservateur Antonín Novotný, Dubček marquait la fin d'une période de répression et le début du printemps. Lors du printemps de Prague, Dubček a présidé aux réformes essentielles qui ont été des réformes très importantes de la vie politique tchécoslovaque. D'une part, la démocratie plus grande à l'intérieur de la société, la prise de parole. La plupart des Tchèques qu'on rencontre à Prague vous parlent de cette libération de la parole. Ensuite, le retour sur le passé, la possibilité de dire la vérité sur le passé stalinien, sur les procès des années 50, procès d'Arthur London notamment. Et puis enfin, je dirais la possibilité, l'ouverture d'une discussion à l'intérieur des entreprises, d'une discussion libre sur l'ensemble de la vie économique et sociale. Dubček, il a présidé à tout ça. La voie tchécoslovaque vers le socialisme définie par Dubček, Sevník et Otasík inquiète de plus en plus Moscou et les durs du camp socialiste. Mise en garde, avertissement, menace, rien ne peut arrêter l'enthousiasme populaire. Le petit homme de Prague ne pourra empêcher ce qu'on appelle la normalisation. Au matin du 21 août 1968, 5000 chars et 600 000 soldats envahissent son pays. Un an plus tard, Dubček doit céder sa place, politiquement et humainement brisée. C'est la fin de la résistance, la fin officielle du printemps de Prague. Devenu jardinier, aujourd'hui retraité dans sa maison de Bratislava, Alexandre Dubček, sûr de son passé, reconnaît ses idées dans les initiatives récentes de Moscou. Dubček attend Gorbatchev. Il attend Gorbatchev parce que pour lui, c'est l'homme de la perestroïka, l'homme de la glasnost. Et pour lui, perestroïka et glasnost s'inspirent des idées du printemps de Prague. Contrairement à ce qu'il se passe actuellement en URSS, ni les Tchécoslovaques, ni les Polonais, ni les Hongrois ne sont autorisés à critiquer le passé et l'attitude du grand frère soviétique, une lacune dans la politique d'ouverture prônée par Mikhaïl Gorbatchev. Après l'histoire, il y a l'actualité, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. L'accord signé ce matin à l'aube à Paris parachève le premier texte ratifié au mois de juin à l'hôtel Matignon entre indépendantistes et anti-indépendantistes. Et il servira de base, certainement, au référendum qui doit être organisé à l'automne sur l'avenir du territoire et qui concernera l'ensemble des Français. Pour le FLNKS comme pour le RPCR, c'est une victoire et laissant volontairement de côté les arrière-pensées des deux camps, il faut y voir une défaite des égoïsmes et une réelle volonté d'assurer la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Rachid Arabe, Jean-François Becquet. 2 jours et 3 nuits de discussions, des semaines de négociations, des mois d'incertitude, des années de crise. La poignée de main Djibaou-Ukewe a presque tout effacé en quelques secondes. Tout pourtant opposait les frères ennemis de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ils parlent presque la même langue. Tous ensemble, Calédoniens de toutes origines, sont prêts aussi aujourd'hui à participer et à faire en sorte que notre pays, notre territoire, puisse être l'image de marque
de la France dans cette région du monde, mais aussi d'un pays heureux et libre. D'espérer construire ensemble l'avenir, c'est évident pour personne. Mais je pense que c'est un peu ce à quoi on arrive ce soir. Certes, les problèmes de fond ne sont pas tous réglés par l'accord de ce matin. Mais la signature du texte par les deux délégations oblige le RPCR et le FLNKS à continuer le dialogue sur place. Aujourd'hui n'est pas une arrivée, c'est une étape. Il faudra beaucoup d'efforts, de courage et de confiance tout au long de ces 10 années, mais les délégations qui se sont réunies ont démontré qu'il n'y avait aucune fatalité de l'échec et de la violence. Le rapprochement des deux camps est surtout l'œuvre de Michel Rocard, le Premier ministre, qui dès sa nomination avait pris le dossier en main, menant lui-même les accords de Matignon du 26 juin dernier. Le Premier ministre qui réussit là une excellente opération de politique intérieure. En effet, tout le monde attendait Michel Rocard au tournant calédonien. Ayant prouvé que sa méthode de travail a été efficace, le Premier ministre peut espérer que l'opinion lui accordera sa confiance pour le règlement d'autres dossiers politiques, la rentrée sociale, le budget ou encore les élections cantonales et municipales. Bref, ayant engrangé un capital de bons points, Michel Rocard peut espérer puiser dans ce capital pour mieux préparer sa rentrée politique. Oui, et pour parvenir à l'accord, les deux partis, vous en doutez, ont fait un certain nombre de concessions sur l'ampleur de l'amnistie, notamment la répartition des pouvoirs régionaux, avec l'assurance d'obtenir des moyens financiers permettant un développement économique du territoire pendant cette période transitoire de 10 ans avant l'autodétermination. Bruno Roger-Petit. 120 articles dans ce projet. 120 articles d'où émergent 4 grands points, 4 points vitaux de l'accord. D'abord, le découpage du territoire. Le projet prévoit la création de 3 provinces, gérées chacune par une assemblée et un président. La réunion des 3 assemblées formerait le congrès administrant le territoire avec le haut-commissaire du gouvernement. Deuxième point, l'économie et le social. Aux 300 millions de francs débloqués par le gouvernement s'ajoutent d'autres moyens, notamment des contrats État-province. Le projet indique même que le premier bénéficiaire devrait en être la communauté mélanésienne. Troisième point, le corps électoral. En 98, seuls voteront les électeurs participant au référendum de l'automne prochain et leurs descendants. En outre, le projet prévoit 3 révisions exceptionnelles des listes électorales d'ici à 10 ans. Enfin, l'amnistie. Pour le moment, seraient amnistiées les infractions commises sur le territoire en relation avec la détermination du statut, une formulation suffisamment large pour laisser libre cours à toutes les éventualités. Oui, ce soir, M. Djibaou envisage même que les militants incarcérés pour crime de sang soient libérés dans un délai assez rapide. Avant Noël, tout le monde aura retrouvé sa famille, vient-il de déclarer à nos confrères de FR3. Les réactions politiques à cet accord sont favorables du côté du Parti socialiste, bien entendu. On se félicite au PS de l'exploit du gouvernement de Michel Rocard. Dans l'opposition, le RPR est également satisfait. 2 notes discordantes. À Nouméa, le Front National qui voit dans l'adoption de ce texte la trahison des anti-indépendantistes par le RPCR, le RPR local, et dans l'autre camp, le FULC, l'une des composantes minoritaires, il faut le dire, du FLNKS, qui refuse de s'associer à l'accord signé ce matin, car celui-ci aurait dû être, selon cette organisation, discuté par le mouvement avant d'être accepté. À l'étranger, l'information du jour, c'est le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak, cessez-le-feu effectif depuis ce matin 5 heures, 8 années de guerre et déjà une journée de paix, et 2 manières de célébrer l'événement. Liès à Bagdad en Irak, calme à Téhéran. Et déjà également un premier test pour les 2 ennemis d'hier. Les Irakiens ont décidé de reprendre la navigation dans le Golfe. Claude Crespo. Un des premiers tests pour vérifier l'application du cessez-le-feu, le Golfe arabo-persique. Dès ce matin, un pétrolier irakien a fendu ses eaux. Cela n'était pas arrivé depuis 8 ans. Un second doit incessamment le suivre. Décision de l'Iran, sa marine effectuera des missions d'inspection des navires dans le coin. Un contrôle rejeté sans embâche par les Irakiens. Officiellement, la paix des armes entre l'Iran et l'Irak a à peine 20 heures d'âge. Les 350 officiers de l'ONU se sont maintenant déployés tout au long des 1200 km des frontières. Et selon qu'ils étaient à Bagdad ou à Téhéran, ils ont pu observer des réactions totalement différentes. La liesse en Irak.
101 coups de canon tirés dans toutes les villes du pays. La fête dans les rues, la joie sur les visages. Mais à Téhéran, le calme et aussi le soulagement de vivre la fin d'un conflit qui aura fait 1,5 million de victimes des deux côtés. Ce climat d'expectative, mi-méfiance, mi-soulagement, va durer jusqu'à jeudi prochain. À Genève, sous la houlette de Xavier Pérez de Cuéllar, les négociations directes commenceront. Le secrétaire général de l'ONU sait déjà que la partie sera difficile. La constitution de la commission chargée d'établir la responsabilité de cette guerre sera un test décisif. La parole est donc désormais aux diplomates dans ce conflit. Des négociations directes, on vient de vous le dire, doivent s'engager la semaine prochaine entre l'Iran et l'Irak à Genève. Des deux côtés, pour l'instant, le mot d'ordre est à la prudence. Prudence pour tenter de faire tenir cette paix fragile, comme en témoigne cette double interview des ambassadeurs de Téhéran et de Bagdad à Paris. Ils s'en tiennent à la résolution 598 des Nations Unies qui prévoit dans un premier temps un cessez-le-feu et l'amorce d'une négociation. Jean-Marc Ilouz. Ce cessez-le-feu est entré en vigueur et nous le respecterons bien sûr et nous espérons que ce sera le premier pas essentiel pour que la résolution 598 soit bien appliquée et nous espérons que ce cessez-le-feu sera continué jusqu'à où on arrive à une paix durable et juste dans la région. À votre avis, dans ces négociations entre Iraniens et Irakiens, quel est l'obstacle majeur? En principe, je ne vois pas des obstacles majeurs sur ce sujet, mais si je me base sur l'attitude précédente du régime d'Irak, j'espère qu'il ne crée pas des obstacles en avenir. Nous, Irakiens, prions le Seigneur avec espoir pour que le cessez-le-feu d'aujourd'hui conduise à un règlement pacifique définitif pour l'Irak comme pour l'Iran. À votre avis, quel sera le plus gros obstacle dans les négociations de Genève? Il n'y a pas pour nous d'obstacle spécifique, car la résolution des Nations Unies est faite de clauses dont chacune est liée à l'autre. S'il y a une bonne volonté de part et d'autre, comme c'est le cas du côté de l'Irak, nous sommes convaincus que tous les problèmes peuvent trouver une solution. Voilà, et pour en terminer avec ce dossier, souvenez-vous, au mois de juin dernier, le dernier événement tragique de cette guerre aura été la destruction par un missile de la flotte américaine d'un Airbus iranien. Et à ce propos, le Pentagone, le ministère de la Défense américain, a rendu public aujourd'hui les conclusions de son enquête. Eh bien, le commandant et l'équipage du croiseur Vincennes, qui avait tiré, sont blanchis. Aucune accusation grave n'est portée contre eux, tout juste quelques erreurs d'appréciation. Delphine Delasselle. Erreur humaine, sans aucun doute. Le capitaine du Vincennes et ses hommes ont mal interprété les données des plus performants radars de la flotte américaine. C'était le 3 juillet dernier, tension maximum dans le Golfe. Le croiseur américain vient de repousser une attaque de vedettes iraniennes. Peu après, sur les écrans radars du Vincennes, un avion étranger non identifiable semble s'approcher. Les officiers sont sur le qui-vive et 7 minutes plus tard, l'ordre est donné d'abattre l'avion, identifié 7 fois comme un chasseur iranien. C'était un Airbus civil, il y aura 290 morts. Après 1 mois et demi d'enquête, le rapport sur cette tragédie fait apparaître les erreurs suivantes de la part de l'équipage. Le code radar de l'Airbus iranien a été mal interprété, la trajectoire de l'avion n'était pas menaçante, elle correspondait au couloir aérien civil. Le Pentagone a rendu son verdict, le commandant du Vincennes, Will Rogers, a fait son devoir. Le secrétaire d'État à la Défense, Frank Carlucci, a précisé qu'il n'adresserait aucune lettre de censure aux officiers coupables d'erreur. Le président Ronald Reagan a approuvé sa décision. Les terroristes irlandais de l'Iran n'auront attendu que quelques heures avant de revendiquer l'attentat commis la nuit dernière en Irlande du Nord contre un autocar transportant des soldats britanniques. Le véhicule a été littéralement soufflé par l'explosion. Bilan, 7 morts, 29 blessés. Jean-Marc Ilouz. 7 morts et 28 blessés, un bilan encore provisoire de cette embuscade à l'explosif tendue la nuit dernière en rase campagne à l'autobus qui ramenait de Belfast 35 permissionnaires des forces britanniques en Irlande du Nord. Un cratère de 2 mètres de profondeur, le bus s'est littéralement pulvérisé sous l'effet de 90 kg d'explosifs de type Semtex,
précision fournie dans un communiqué par les auteurs eux-mêmes de cet attentat signé IRA du nom de l'armée clandestine des nationalistes irlandais en guerre ouverte avec ce qu'ils appellent le gouvernement colonial britannique. À Londres, le Premier ministre Margaret Thatcher, adversaire acharné, je cite, des terroristes de l'IRA, a abrégé immédiatement ses vacances. C'est l'attentat le plus sanglant commis depuis 9 ans contre l'armée britannique en Irlande du Nord. Depuis 1969, 10 000 soldats britanniques sont cantonnés en Irlande du Nord, officiellement pour appuyer la police et empêcher de sanglants affrontements entre deux communautés et leurs extrémistes respectifs. L'une, minoritaire, catholique et nationaliste, favorable à une Irlande réunifiée, l'autre, majoritaire, protestante et loyaliste, attachée à la couronne et qui veut rester britannique au même titre que l'Écosse ou le pays de Galles. En 20 ans, ce conflit a fait 2600 morts, dont 400 soldats britanniques tombés dans des attentats en Irlande du Nord et plus récemment en Europe même. Alors Jean-Marc Illouz, vous rentrez d'Irlande du Nord, vous nous présenterez prochainement au cours des journaux télévisés une série de reportages sur la situation là-bas. Mais tout de même une question ce soir, pourquoi cette recrudescence du terrorisme et des actions de plus en plus violentes de l'IRA contre l'armée britannique? Eh bien, le premier objectif de l'IRA, c'est de frapper l'opinion britannique. Les sondages le disent, 50% d'entre eux sont hostiles à ce conflit sanglant et coûteux. Or, pour le gouvernement de Londres, il n'est pas question de tourner les talons. Laisser le champ libre aux extrémistes, c'est basculer dans une nouvelle guerre civile. Deuxième objectif de cette campagne d'attentats, barrer la route à tout compromis. Les extrémistes nationalistes, comme leurs tristes homologues loyalistes, sont prêts à tout pour saboter la timide tentative de rapprochement que tentent depuis 3 ans, par-dessus leur tête, les gouvernements de Londres et de Dublin, la capitale de la République d'Irlande. Une terrible politique de surenchère parce qu'on est presque à la veille du 20e anniversaire de l'arrivée des troupes britanniques, une politique qui risque bien de ranimer les vieux réflexes de peur et de haine entre communautés, non plus seulement nationalistes contre loyalistes, mais hélas entre catholiques et protestants. En Pologne, on est au bord de l'épreuve de force entre les ouvriers des aciéries, des mines, des chantiers navals et le gouvernement du général Jaruzelski qui refuse catégoriquement de légaliser à nouveau Solidarité, le syndicat créé par Lech Walesa qui avait été reconnu officiellement en 1981 et dissous après le coup d'État du général Jaruzelski. A noter aujourd'hui que les syndicats officiels contestent également la politique économique et sociale actuellement suivie par le gouvernement polonais. Et puis cette dépêche qui est tombée quelques minutes après 20 heures et qui laisse mal augurer de l'avenir. En ce moment même, à Varsovie, la direction suprême des forces armées polonaises est réunie sous la présidence du chef de l'État, du chef du parti, le général Jaruzelski, pour prendre des décisions appropriées suite aux dangers qui menacent depuis quelques jours la Pologne. Voici le texte de la dépêche. Alors ces menaces, entre guillemets, bien entendu, sont en rapport avec la situation économique et sociale que je viens de vous décrire. Une information à prendre très au sérieux, avec peut-être des développements dans la soirée. Le Pakistan a enterré aujourd'hui le général Zia, le chef de l'État décédé jeudi dans un accident d'avion, une thèse de plus en plus controversée d'ailleurs. L'accident pourrait être en fait un attentat, un engin explosif télécommandé ayant été placé à bord de l'appareil. Aujourd'hui à Islamabad, plusieurs centaines de milliers de personnes assistaient aux obsèques du général Zia. Françoise Joly. Ils ont grimpé jusqu'à 30 mètres du sol sur le toit de la mosquée Faisal d'Islamabad parce qu'ils étaient 500 000 Pakistanais devant ce bâtiment venus rendre un dernier hommage à leur président Mohamed Zia-ul-Haq. Dès les premières heures de la matinée, ils ont envahi la capitale pakistanaise pour saluer cet homme qui sera resté 11 ans à la tête du pays depuis son coup d'État en 1977. Avec la population, de nombreuses délégations étrangères, dont le secrétaire d'État américain George Shultz, mais aussi une trentaine de chefs d'État, comme celui de l'Inde ou de Turquie. Après une courte prière et une dernière salve d'honneur, 21 coups de canon tirés par l'armée pakistanaise, le président Zia-ul-Haq a été inhumé en début d'après-midi. Enfin, en ce qui concerne les causes de l'accident d'avion qui a coûté la vie au numéro 1 pakistanais, la thèse du sabotage semble de plus en plus probable. Le fils de Zia-ul-Haq a même directement mis en cause l'URSS.
Je reviens un instant à la Pologne. Je vous disais à l'instant donc que la direction suprême des forces armées polonaises était réunie à Varsovie. Première décision, mise en état d'alerte des forces de l'ordre dans la région de Haute-Silésie. Des patrouilles armées ont fait leur apparition dans les rues des localités minières qui sont actuellement touchées par la grève des ouvriers. Les soldats sont en tenue de combat, mitraillettes en bandoulière. Ils circulent en grand nombre dans les rues de ces localités. Ils ont établi des barrages et ils contrôlent systématiquement les véhicules qui passent. En Afrique du Sud, les médecins qui soignent le leader nationaliste Nelson Mandela, emprisonné depuis 25 ans, font un pronostic très positif sur la guérison totale d'une tuberculose dont il souffre. C'est d'ailleurs la première fois que l'on apprend officiellement de quelle maladie est atteint Nelson Mandela. En France, après les accidents de chemin de fer de l'été et la démission du président de la SNCF, M. Rouvillois, le gouvernement va proposer pour le remplacer M. Jacques Fournier, qui est l'actuel président du Gaz de France. Un heureux événement avec 5X à heureux et un 5S à événement pour une jeune femme de Lyon qui, après 9 ans de stérilité et 7 tentatives de fécondation manquées, vient de mettre au monde 5 petits bébés. Ce couple a bénéficié d'une nouvelle technique qui se rapproche le plus possible de la fécondation naturelle. Son nom anglais, c'est gift. En français, ça veut dire cadeau. Éric Perrin. 5 bébés d'un seul coup. Margot, Sarah, Claire, Mathieu et Manon ont lancé leur premier cri mardi soir à Lyon. Ce sont des quintuplés. Leur mère, Françoise Péris, venait de subir un traitement contre la stérilité. Au cours des 9 dernières années, elle a par cette fois expérimenté la méthode dite du gift, qui consiste à placer ovules et spermatozoïdes directement dans les trompes. C'est là que se fait la fécondation. Ça représente un espoir très important, parce qu'on en est encore au début, mais c'est une technique qui s'est démocratisée très vite et qui est très facile, qui ne nécessite pas, comme dans la fécondation in vitro, des procédés chimiques et biologiques très importants. C'est une technique quasiment naturelle puisqu'on réimplante 2 choses qu'on a prélevées sans les manipuler. Pour augmenter les chances de réussite, on implante plusieurs ovocytes, tous susceptibles de donner un fœtus, ce qui explique que c'est souvent dans le cas de traitement contre la stérilité qu'il y a des naissances multiples. Il existe certes une méthode dite de l'aspiration pour les parents qui ne désirent pas avoir plusieurs enfants d'un coup, mais elle comporte un risque certain. Il est vrai par ailleurs que les femmes qui pendant plusieurs années ont attendu un bébé sont comblées, comme cette future maman qui après 2 ans d'essai se retrouve enceinte de triplés. Ah mais j'étais très contente parce que je trouvais que 1 c'était très bien, 2 c'était pas assez, 3 c'était très bien. Voilà. Comité Colbert, c'est le nom d'un organisme qui regroupe les grands commerçants et industriels de luxe comme les couturiers ou les bijoutiers pour ne citer que. Récemment, ce comité Colbert a commandé une enquête pour essayer de mieux comprendre, de mieux cerner ce que les jeunes entendent par luxe. Conclusion, un seul mot, mais plusieurs définitions. Valérie Fourniou et Franck Brisset. Le rare, le cher, le beau, aucun préjugé, aucun complexe. Les jeunes n'ont pas peur du luxe. Ils ont même en majorité le style, grand bourgeois, en rêve ou en réalité. Pour moi, le luxe, c'est ce qui est cher, mais c'est surtout ce qui est rare. Le luxe, c'est ce qu'on rêve de posséder. C'est ce qu'on connaît, je crois, et ce qu'on aimerait avoir. Mais le luxe, ça peut être aussi le silence, ça peut être l'espace, et pour certains, ça peut être la liberté, tout simplement. Du raisonnable, du sûr. Les jeunes amateurs du luxe grand bourgeois tiennent aux signes extérieurs de richesse traditionnelle. Seconde valeur du luxe chez les jeunes, moins utopique, plus individualiste, leur passion, la réussite sociale, leur luxe, eux, tout simplement. C'est ça le luxe ? Non, ça c'est pas un luxe, c'est un outil de travail à mon avis. Le luxe, c'est pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut quand on veut, à la limite. Donc c'est pouvoir effectivement bosser dans sa voiture, c'est pouvoir se permettre un certain nombre de choses. Alors ça passe par un côté matériel, obligatoirement, qui est peut-être un téléphone, qui est peut-être une belle voiture, qui est peut-être des beaux matériaux, mais pas forcément, à mon avis, c'est avant tout la réalisation d'une ambition. Une catégorie qui n'entre pas dans le schéma du comité Colbert à l'origine du sondage. Un comité qui regroupe les 70 grandes marques françaises et qui pèse 20 milliards de francs. Reste le luxe des excentriques. Le luxe, c'est l'humour et la dérision dans l'argent. C'est porter une rivière de diamants avec une chemise en jean, une robe à 3 sous dans une soirée de gala. C'est se moquer un petit peu du luxe tel qu'on s'imagine. C'est un appel formidable au renouveau.
au renouvellement, aux produits nouveaux. Et est-ce que les membres du comité Colbert sont prêts à le faire, ce Je ne sais pas s'ils sont prêts à le faire, mais en tous les cas, ils doivent le faire. Innovation, créativité, les fabricants du luxe français doivent séduire les acheteurs de demain, héritiers ou futurs leaders. Pour terminer, je vais vous demander de regarder attentivement ce document. À première vue, vous allez penser trucage, cinéma, et pourtant, non. Claude Aymar, regardez. Bruno Bouvi, c'est un fou de surf. Sur l'eau et sur la neige, c'était un champion. Alors, il a voulu surfer dans l'air. Un hélicoptère, un parachute, une planche. Le rêve est devenu réalité. Le seul risque, c'est de partir sur le dos puis tête en bas, car le surf risque de gêner l'ouverture du parachute. Mais pour Bruno, pas de problème, il maîtrise parfaitement sa technique. Voilà, avant de vous donner des nouvelles du tiercé, je voudrais vous lire une dépêche qui vient de tomber à propos du conflit Iran-Irak. Je vous disais tout à l'heure que la paix était en place depuis ce matin 5 heures, en tout cas la trêve, le cessez-le-feu. Eh bien, il y a déjà eu une violation du cessez-le-feu. Un soldat irakien a été tué selon Bagdad. Un observateur militaire de l'ONU a constaté cette violation iranienne. Pour l'instant, les forces irakiennes n'ont pas riposté. Je vous le disais tout à l'heure, paix fragile, cela se confirme avec cette dépêche. Le tiercé, d'abord les résultats du jour. Voici les résultats de l'arrivée du tiercé d'aujourd'hui. 4, 11, 10. Vous voyez s'inscrire les rapports sur l'écran. Rapport également pour le quarté, 4, 11, 10 et 5. Quant aux pronostics pour demain, les voici. Le 5, le 9, le 8, le 6, le 3, le 13, le 7 et le 12. Voilà, ce journal est terminé. Le dernier vous sera présenté tout à l'heure en fin de programme par Isabelle Béchler. Mais tout de suite après le journal et avant votre soirée sur Antenne 2, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre et puis aussi des indications pour ceux qui sont sur la route du retour. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain 13h. Bonsoir.